Eh bien, bonjour à toutes et à tous, à tous les survivants qui sont encore là pour l'avant-dernier temps de l'après-midi. Donc, je suis Alizée Lozakmer, cofondatrice de Make Sense et membre de Impact France, et ravie d'animer ce temps avec vous et avec mes invités. Donc, le sujet de la journée, c'est comment est-ce qu'on construit une économie de la paix. Et donc, l'économie de la paix, ça commence dans l'entreprise. L'économie de la paix, ça commence dans le travail. Et ça commence dans les relations qu'on entretient toutes et tous au sein de nos organisations et dans le travail. Puisque, comme le disait Pascal Demurger il y a quelques heures sur ce même espace, l'entreprise, c'est finalement une communauté humaine de personnes, d'hommes et de femmes qui travaillent et qui œuvrent ensemble. Et du coup, qui dit communauté dit projet partagé, relations apaisées et organisation collective. Mais il faut constater qu'aujourd'hui, tous les sujets relatifs au travail génèrent de plus en plus de crispations au sein de notre société, et ce, à tous les niveaux. On le voit au niveau national avec les différentes lois des dernières années qui ont généré de fortes tensions sociales, et je ne rappellerai pas les dernières séquences à cet égard. On le voit aussi au niveau sociétal, où il y a de plus en plus de tendances et de dynamiques pour faire évoluer les pratiques du travail, que ce soit dans le bon sens, avec des avancées et des demandes comme le télétravail, la semaine de 4 jours ou encore les congés menstruels, ou que ce soit parfois dans le mauvais sens aussi, avec des pratiques de travail parfois très précarisantes. Et puis ça se voit aussi au sein de nos entreprises, où il y a de plus en plus de demandes de réinvention du dialogue social de la part des salariés. On peut parler des étudiants qui, lors de leur cérémonie de diplôme, ont de nouvelles injonctions vis-à-vis des entreprises, ou encore de ces collectifs, voire de ces activistes internes au sein des entreprises qui portent des revendications fortes. Et donc, si on veut construire une économie pacifiée, il va être nécessaire de réinventer les relations et la façon de travailler à l'intérieur des entreprises, et de réinventer ce contrat social qui relie les salariés, les travailleurs avec les autres parties prenantes de l'entreprise, et notamment les dirigeants. C'est ce vaste sujet qu'on va essayer de couvrir et de travailler et de traiter en 1 heure cet après-midi. Et donc pour ça, j'ai des invités de choix. Donc Marianne Legnaud, présidente du directoire de Enedis, Olivier Dussopt, ministre du Travail, Alexandre Viros, président France de ADECO, et Youssef Achour, président du groupe UP. Mais d'abord, on va commencer par vous écouter. Et donc je crois que vous êtes familier maintenant de l'interactivité de ce plateau, en vous posant cette question. Pour vous, aujourd'hui, le plus important pour réinventer les relations au travail, qu'est-ce que ce serait? Alors, on a déjà des premiers messages qui apparaissent, mais je vous laisse peut-être quelques secondes pour réfléchir et proposer vos mots qui serviront à guider aussi le débat. Donc, on voit réduction, responsabiliser, partage, confiance, on parlera de la confiance, flexibilité, qui peut être vue dans les deux sens. Confiance qui commence à grossir. Je vous laisse contribuer, et puis on va commencer par la première question. Et j'aimerais qu'on aborde d'abord dans un premier temps la façon dont l'entreprise s'organise et organise les relations en interne pour répondre aux aspirations grandissantes des collaborateurs pour contribuer au projet d'entreprise. Puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a une vraie tendance à chercher plus de sens dans son entreprise, et c'est un enjeu clé pour un grand nombre d'entre elles, de pouvoir apporter ce sens pour être capable d'attirer des talents, et puis de garder ces talents, et puis de garder ses collaborateurs. Et ce qu'on voit, c'est que les injonctions et les demandes, elles sont à la fois sur le fond. Que fait l'entreprise, quelle est sa politique, quelle est sa responsabilité vis-à-vis de la société, mais aussi beaucoup sur la forme et sur l'organisation même, être plus consulté, avoir plus des relations horizontales, une demande de plus de confiance, de flexibilité, comme vous le mentionnez. Et donc, il y a des nouvelles pratiques, des nouvelles démarches, des nouvelles dynamiques qui se mettent en place dans les entreprises
pour réinventer cette façon de travailler ensemble et de penser l'entreprise ensemble. Et donc, on a plusieurs personnes ici qui ont testé ces modalités. Et du coup, j'aimerais bien qu'on explore un peu concrètement qu'est-ce que ça a donné. Donc, Mardiane, peut-être commencer par vous et par ce que vous avez appelé le PIH, le plan industriel et humain. Alors, ce n'est pas si souvent qu'on met ces deux mots juste à côté. Et du coup, savoir qu'est-ce qui vous a motivé à lancer ce grand plan stratégique avec tout de même 39 000 collaborateurs. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a marché? Quelles tensions ça a révélé au sein de Enedis? Merci, bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, Enedis, qui est une entreprise de 39 000 salariés qui vous apporte l'électricité jusqu'à chez vous, qui vous dépanne, qui vous raccorde aux nouveaux usages de l'électricité. Elle a, pendant le Covid, construit un plan, un projet d'entreprise que les salariés eux-mêmes, parce qu'on pensait lui donner un nom, mais les salariés eux-mêmes l'ont appelé le projet industriel et humain. Et pourquoi, et de manière collaborative. Et finalement, pourquoi au moment du Covid, ce qui peut paraître paradoxal, parce que c'était une période compliquée, c'était bien sûr une période compliquée, mais finalement, cette connexion au sens, à la mission et à la responsabilité de l'entreprise, elle s'est particulièrement révélée, exercée, soulignée, exacerbée durant cette période Covid. Parce que là, le sens, il était clair. Pour nous, en tout cas, pour une entreprise comme Enedis, c'était, premier objectif, préserver, protéger la santé et la sécurité de nos salariés, de nos clients, de nos prestataires. Deuxième objectif à égalité, délivrer nos missions de service public pour que vous continuiez à avoir de l'électricité, même dans une période de crise sanitaire. Et c'était ces deux seuls objectifs, il n'y en avait plus d'autres. Et tout le monde était aligné sur ces deux objectifs. Et les process, les choses impossibles, le reporting passaient en deuxième rang. Donc finalement, on a constaté que ça boostait l'engagement des équipes que nous mesurons, leur fierté au travail, et que c'était le bon moment pour construire un projet collectif qui nous projette un certain nombre d'années et pour le faire de manière collaborative. Et donc, j'ai choisi de consulter les 40 000 salariés d'Enedis pour leur demander non pas qu'est-ce que vous voulez mettre dans le projet d'entreprise, mais de manière très ouverte, qu'est-ce qui marche bien chez nous, de quoi vous êtes fiers, qu'est-ce qu'on devrait arrêter de faire, qu'est-ce qu'on ne fait pas bien et de quoi vous avez envie et qui vous rendrait fiers. Et la première chose qui est sortie, et c'est le thème de la table ronde d'une certaine manière, c'est l'envie de travailler autrement, d'être beaucoup plus responsabilisé, beaucoup plus en autonomie, ce que permettaient aussi les nouveaux modes de travail qui ont été testés pendant le Covid. Et finalement, cette démarche collaborative, elle a permis d'élaborer des propositions et on les a testées bien sûr, parce que ce qu'on pense de soi, c'est très intéressant, mais c'est plus intéressant d'aller voir les clients, les parties prenantes, les collectivités, en leur demandant finalement, voilà, nous on a envie de faire ça, mais est-ce que vous, c'est comme ça que vous nous voyez et c'est comme ça que vous voyez notre rôle. Et cette démarche co-construite, mais axée sur des solutions, pas je vous consulte pour avoir votre avis, puis après je coche la case et je passe à autre chose, mais travaillant sur les problèmes concrets que vous rencontrez dans votre travail et que vous souhaitez résoudre, que nous souhaitons résoudre ensemble, on l'a continué au fil des années et on la renouvelle en devenant une entreprise en mission. Depuis un mois, là maintenant, nous sommes la première entreprise à mission du secteur de l'énergie. Et donc, nous relançons un round de travail collaboratif. Et on a, je pense aussi, travaillé sur des formes, on parle de partage de la valeur, je vois ça, il y a aussi le partage du pouvoir dans la gouvernance, et donc d'avoir des groupes miroirs, des groupes de salariés hiérarchiques, donc du dirigeant à l'ouvrier de terrain, qui viennent challenger le comité exécutif, qui travaillent ensemble sur des problèmes concrets, et ça donne une formidable fierté et qui renforce encore finalement le sens de la mission que nous exerçons pour le compte de la société, puisque notre raison d'être, celle qu'on a choisie, c'est raccorder la société aux défis collectifs d'un monde durable. C'est cette expérience, mais finalement, elle a contribué à donner plus de confiance, plus de sens et à libérer des initiatives. Et moi, je suis très partagée, très persuadée du fait que le rôle du dirigeant d'entreprise, c'est d'abord de libérer l'initiative collective qui, dans une entreprise de service public, en plus, préexiste au contrat social que vous avez mentionné. Merci beaucoup. Et ce qu'on voit donc, c'est que c'est un projet toujours renouvelé, puisqu'il faut sans cesse recommencer. Et Youssef, vous, au groupe UP,
la participation, c'est dans vos gènes, puisque vous êtes une coopérative. Et comme vous me disiez, une coopérative, son objectif, c'est de réunir des gens pour porter un projet de société qui le dépasse. Et récemment, vous êtes aussi devenu entreprise à mission avec ce même processus-là. En quoi ce processus a permis peut-être de réveiller la participation et qu'est-ce que ça a donné? Merci Alizé, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, le groupe UP, c'est l'ancien groupe Chèque Déjeuner. Donc historiquement, on est un émetteur de titres de service, et en particulier de titres restaurants. Et c'est vrai que dès l'origine de cette société, il y a 60 ans, le choix qui a été fait par les fondateurs, c'est de s'organiser en société coopérative de salariés, donc une SCOP, et d'organiser la conduite de l'entreprise sur le principe de un homme égale une voix. Donc on est salarié, mais on est aussi sociétaire. C'est-à-dire donc on participe au projet d'entreprise en tant que salarié, mais aussi dans le processus de gouvernance et dans le processus de décision. Ce dispositif, ce système a perduré dans le temps, même si le groupe s'est agrandi. Aujourd'hui, on est près de 3500 collaborateurs, mais la coopérative, c'est 700 personnes. Donc effectivement, c'est internationalisé, on est présent dans 23 pays, mais c'est à partir effectivement de ce point de départ, une coopérative qui se développe et qui ensuite effectivement poursuit sa croissance en France comme à l'international. Toutefois, c'est vrai que quand on est une SCOP, l'essentiel de l'énergie de l'entreprise est d'abord tourné sur, bien évidemment, la dimension économique, réaliser des résultats pour pouvoir les partager de manière égalitaire entre tous les salariés de la coopérative. La deuxième, c'est effectivement avoir cette dynamique de prise de décision collective dans le cadre des assemblées générales et qui va plus loin puisque la coopérative est gouvernée par des salariés, puisqu'il faut être salarié de la coopérative pour pouvoir être administrateur. Donc, et le président est lui-même élu par les salariés. Donc une gouvernance démocratique, une répartition des richesses et un fort dialogue social pour ne pas oublier d'abord aussi que la dimension salariale et donc les conditions de travail, la manière dont on va exercer l'activité est aussi importante. Et il ne suffit pas simplement d'être simplement sociétaire dans les prises de décision. Et l'entreprise a évolué, le groupe a évolué, et puis on a constaté effectivement qu'aujourd'hui, la contribution et l'impact que nous devions avoir ne pouvaient pas être qu'un impact interne. Et c'est comme ça que progressivement, nous avons été amenés à nous interroger sur quelle va être notre contribution au-delà de l'interne, vis-à-vis de l'extérieur. C'est vrai que quand on est une coopérative, on est naturellement très proche de nos parties prenantes, mais finalement notre contribution sociétale ou environnementale était peut-être pas forcément à la hauteur de ce qu'était notre contribution et notre participation aux questions internes sociales et de gouvernance. Et c'est pour ça qu'à un moment, on a pris la décision collectivement d'adopter la qualité d'entreprise à mission, de travailler dans cette direction, afin de proposer cela à l'ensemble des sociétaires, l'ensemble des collaborateurs qui ont voté ça en janvier 2023 à 92%, après 1 an et demi de discussion, de débat en interne, avec cette idée. C'était effectivement, comment la coopérative peut continuer à évoluer, ne pas rester dans son quant à soi, mais s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux grandes questions qui se posent aujourd'hui pour pouvoir aussi apporter des solutions dans nos offres, aussi aux questions que se posent les entreprises elles-mêmes. Aujourd'hui, le titre restaurant, c'est bien, le titre cadeau, c'est bien, mais il y a de nouveaux besoins qui sont exprimés par les entreprises. Donc aussi, il faut pouvoir y répondre, et pour cela, il faut aussi, je ne dirais pas être exemplaire, mais être quelque part aussi concerné par ces questions-là et les vivre pleinement. Et puis le deuxième sujet, c'était, certes, il y a la coopérative, mais il y a aussi les autres salariés du groupe qui ne sont pas en coopérative parce que ce sont des entreprises qui ont été achetées. Donc des entreprises qui ont été achetées par le groupe, donc comment on fait pour les associer au projet? Et le projet d'entreprise à mission nous a permis effectivement de déterminer avec eux une démarche RSE collective sur lequel les objectifs qu'on s'est donnés dans le projet d'entreprise à mission sont les mêmes que dans la démarche RSE groupe. Donc ainsi, on crée aussi une cohérence globale entre le projet, les objectifs et le sens comme les valeurs qui nous habitent depuis 60 ans. C'est là qu'on voit que l'organisation interne nourrit le sens externe et vice-versa. Alexandre, donc vous dirigez ADECO France, mais vous êtes aussi le président d'une association qui s'appelle Dialogue et qui réunit des anciens syndicalistes et des professionnels des ressources humaines pour
réinventer et travailler sur la notion de dialogue social. Alors on se dit les syndicats et les RH, c'est deux facettes du dialogue social, mais du coup, qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut réinventer en ce sens? Oui, merci. Ça, c'est ma casquette plus associative. L'association Dialogue, elle a 25 ans. Elle avait été fondée par Jean-Pierre Levade, donc j'en suis le président, et puis Laurence Legault en est sa directrice générale. En fait, je pense que si on prend le sujet des diverses tensions sociales qu'on a pu observer dans un temps récent, mais je dirais même sur un temps plus long, c'est autant un problème de méthode qu'un problème de fond. Et il ne faut pas du tout négliger les problèmes de fond. Et je pense que c'est assez connecté à la question du sens. Pour moi, ça interpelle deux choses. C'est premièrement, quand je dis une question de méthode, c'est que vous dites DRH, vous dites syndicat, mais tout ça, c'est beaucoup de verticalité en réalité. C'est de la verticalité, c'est des passages obligés dans l'année, et puis ce sont des passages obligés avec des cadres extrêmement figés. Et donc ça, c'est le premier problème, c'est la méthode. C'est-à-dire que c'est pas un espace de discussion, c'est un espace, c'est comme un cours magistral, si vous voulez. Vous répondez à un questionnaire selon que vous vous situez d'un côté ou de l'autre de la table. Donc ça, c'est pas propice à avoir des discussions sur des sujets qui sont encore des sujets en ouverture. Vous êtes un dirigeant, vous commencez à avoir des idées, vous n'avez qu'une peur, c'est le délit d'entrave, par exemple. Pour ceux qui ont été dirigeants, vous le savez. Mais tout ça sont des réalités. Donc ça suppose, comme vous l'avez fait, d'ailleurs c'est intéressant de vous écouter, ça suppose d'inventer une conversation, comme on dit aujourd'hui, beaucoup plus je dirais, fréquente dans l'année, fréquente dans le temps, pas par des grands-messes, parce que sinon on ne se dit rien. La conversation, elle doit exister en permanence. Ça suppose d'avoir des moments d'élaboration où, de part et d'autre, on accepte d'être un peu dépossédé de ses prérogatives habituelles, c'est-à-dire que les dirigeants et le management ne sont pas les seuls à avoir quelque chose à dire sur le projet d'entreprise, et les syndicalistes ne sont peut-être pas les seuls à dire ce que les salariés ressentent à un moment donné. Donc ça, c'est important, c'est un sujet de méthode. Et puis deuxièmement, il y a un sujet, je dirais c'est un sujet de fond, mais qui est lié au premier, c'est qu'en France, c'est pour ça qu'il y a la question de la crise du sens. C'est pas que il y a des entreprises qui ont du sens, puis de l'autre côté il y a des entreprises qui n'ont pas de sens, parce que si on raisonne comme ça, on ne va pas y arriver. La question du sens, en fait, c'est aussi lié à un problème qui est qu'on regarde beaucoup trop, on réforme le monde du travail beaucoup plus par des dispositifs existants, enfin en gros par ce qu'est le réglementaire et la loi, mais pas à partir de situations réelles, c'est-à-dire passer du moteur électrique au thermique, ça va changer des métiers. Ça, c'est des situations. Vous voyez, donc, faut pas. Si on a l'angle qui consiste à simplement se dire, qu'est-ce que j'ai dans le droit du travail que je peux dépioter. C'est pour ça qu'il est si important le droit du travail, parce qu'en fait, c'est comme si à chaque fois, on devrait revenir à la Bible pour se dire, voilà, c'est les seules solutions qu'on a. Mais non, il faut qu'on les invente. Donc, il faut qu'on passe et qu'on démarre par des situations réelles. C'est pour ça que dans l'époque actuelle, il est important de passer de la notion d'emploi, c'est un peu le poste que j'occupe, à la notion du travail que j'effectue, du travail que je fais. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur la notion de sens, vous allez voir que ça boucle à la fin, c'est que cette question du sens, elle est importante parce que elle est liée aussi au fait, à la capacité que les collaborateurs, que les travailleurs vont avoir de donner du sens à ce qu'ils font, et pas justement un sens ascendant qui vient uniquement par la mission de l'entreprise. Et je dis ça de manière assez forte, parce que sinon on risque de se retrouver dans une situation où il y aura les bons secteurs qui ont du sens, les secteurs qui n'ont pas de sens, et ça va créer, je crois, encore plus de division. Il y a un risque qu'on ait encore plus de division, et ce serait le paradoxe, de se retrouver avec tous ceux qui sont dans les secteurs sans sens, qui sont ceux qui ont honte. Nous, là, je reprends ma casquette ADECO, il y a 500 000 personnes qui sont dans l'industrie, dans les usines, dans les entrepôts, qui travaillent tous les jours. Ils ne sont pas tous à travailler dans des entreprises qui sont chargées de sens intrinsèquement. Et pour autant, la qualité du management, la qualité de l'ambiance sur le travail, la qualité de la discussion fait que dans certains endroits, à la fin de la journée, ceux qui ont travaillé peuvent se dire là, ce que j'ai fait, c'est un travail intéressant et ils sont heureux de l'avoir fait, et d'autres se disent que j'ai rien fait. Enfin, quand vous les visitez, il y a peu de gens finalement qui vous disent tiens, j'ai fait du mauvais travail aujourd'hui, j'en suis très content. C'est ça, réinjecter du sens, si vous voulez. C'est pas juste des questions qui soient trop hautes. Donc c'est ça sur quoi on travaille.
Merci beaucoup et ça me fait une transition parfaite puisque vous disiez il y a le réglementaire mais il y a aussi tout ce qu'on fait concrètement dans l'entreprise et du coup vous monsieur le ministre comment vous voyez un peu toutes ces évolutions aujourd'hui sur les rapports au travail et comment est-ce que l'État veut ou peut accompagner ces évolutions pour peut-être à un certain moment les systématiser aussi dans le fonctionnement de nos entreprises? Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Peut-être en rebondissant sur ce que vient de dire Alexandre sur le sens et les difficultés qu'il peut y avoir à le partager de la même manière dans toutes les entreprises. Cette question du sens du travail, de la qualité du travail, de la qualité de vie au travail et des valeurs de l'emploi que l'on occupe, ce sont des questions qui se posent de manière plus ou moins forte en fonction des périodes. Et on voit aujourd'hui que la question est posée très largement. Et il y a peut-être deux explications à cela. La première, elle est dans la tête de tous, c'est la période que nous avons traversée avec une période de Covid, un isolement, un moment peut-être aussi de réflexion, voire d'introspection, qui a accéléré ce débat, cette recherche de sens par rapport au travail et aux emplois qu'on occupe. Puis il y a une deuxième explication, qui est la situation économique que nous connaissons. Si nous sommes passés de 9,5 à 7,1% de chômage, si nous rencontrons des difficultés de recrutement, même si elles s'amenuisent un petit peu ces dernières semaines, assez marquées, ça crée un contexte favorable à cette interrogation. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est significatif d'une bonne santé de l'emploi. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'est significatif aussi du retour d'un débat sur le sens et sur la question du travail et pas seulement sur l'emploi. C'est finalement une opportunité que j'ai comme ministre du Travail et de l'Emploi, que d'arriver à un moment où le spectre du chômage de masse tend à s'éloigner, où la marche vers le plein emploi devient une possibilité et où finalement le ministère dont j'ai la charge n'a pas à être seulement le ministère de l'accès à l'emploi et de la lutte contre le chômage, mais aussi le ministère du Travail comme objet de réflexion, comme objet de droit et comme objet social. Et je pense que ce débat est d'autant plus important qu'on le mesure et qu'on en mesure l'acuité dans la pensée des uns et des autres, avec quelques chiffres qui ont été mis en avant il y a quelques mois maintenant. L'Institut Montaigne a rendu une étude qui fait ressortir que 77 à 80% des salariés en France sont au moins plutôt heureux au travail. Ils sont heureux, très heureux, plutôt heureux, mais ils sont au moins plutôt heureux au travail pour 80% d'entre eux. Et c'est un chiffre relativement stable dans le temps. Par contre, il y a un chiffre qui est très étonnant, qui montre qu'en 1990, 66% des salariés disaient que leur travail était quelque chose d'extrêmement important dans leur vie. Et aujourd'hui, nous n'avons que 25% des salariés qui considèrent que le travail est très important dans leur vie. Et donc, on a perdu plus de 40 points sur l'importance que l'on donne au travail dans la vie. Et donc ça vient justifier les débats sur le sens et sur les conditions de travail. Ça vient justifier des interrogations, et je pense notamment à ce que disait il y a peu le regretté Daniel Cohen, qui disait que le travail ne disparaît pas, mais que la nature du travail et la place du travail dans la vie de chacun sont remises en question, et que nous devons y apporter des réponses. Quelles sont les réponses ? Je ne crois pas que les réponses soient essentiellement réglementaires ou législatives. Et d'ailleurs, quand on entend les trois témoignages, tout ce qui a été fait dans chacune des entreprises, les initiatives qui sont prises, elles ont été prises à droit constant. Et c'est la démonstration que c'est possible. Et le droit peut-être le plus récent évoqué, c'est l'idée des entreprises à impact, des entreprises avec du sens, qui apparaît avec la loi Pacte. Mais c'était formaliser une démarche qui pouvait déjà exister dans les entreprises. La deuxième raison, c'est que je suis très convaincu que cette question du sens et des conditions, elle gagne à être traitée au plus près des salariés, donc dans les entreprises, et ça nécessite de laisser de la souplesse et de pouvoir laisser toute sa place au dialogue social et un dialogue social de proximité. L'État a fait, le Parlement a fait, mais il n'a pas fait seul. Nous avons inscrit dans la loi en 2021 un accord interprofessionnel sur la santé au travail qui est utile. Nous inscrivons actuellement dans la loi le dernier accord interprofessionnel sur le partage de la valeur qui renvoie aussi au sens et au sentiment de participer à la production et de participer à la répartition et au partage de la richesse. Et nous avons annoncé avec la Première ministre aux partenaires sociaux, ils le savent, que nous allions ouvrir avec eux et nous allons les inviter à ouvrir 3 discussions sur des accords nationaux interprofessionnels que nous souhaitons voir aboutir, sur les parcours, les carrières, les reconversions, parce que ça renvoie aussi à la manière dont on se projette à l'échelle d'une vie professionnelle. Et est-ce qu'on reste dans la même entreprise? Est-ce qu'on se donne le choix de sortir et de se former pour d'autres métiers? Nous allons ouvrir une deuxième discussion sur le compte épargne-temps universel, ce qui renvoie aussi à la gestion de son temps de travail à l'échelle d'une vie, avec un maximum d'autonomie pour chacun des acteurs. Et puis un troisième item sur l'emploi des seniors,
avec à la fois un objectif économique, puisque nous savons qu'on a un taux d'emploi des seniors plus bas que la moyenne, mais derrière l'emploi des seniors se posent beaucoup de questions aussi sur les deuxième et troisième parties de carrière, sur le maintien dans l'emploi, sur la possibilité là aussi de reconversion et de formation. Et je forme le vœu que ces accords puissent aboutir pour qu'on puisse intégrer les dispositions nécessaires dans la loi et donner aux entreprises de nouvelles possibilités. Mais je crois qu'on peut quand même avancer, malgré tout avancer, j'en termine par là. Nous avons, entre l'automne dernier et le printemps dernier, à la suite du CNR initié par le président de la République, tenu les assises du travail. À la fin, il y a 17 recommandations qui sont sorties de ces assises. L'essentiel de ces recommandations sont jouables aujourd'hui, sont applicables par les entreprises. On pourrait les inscrire dans la loi, mais ça serait amener finalement une rigidité à une situation qui ne le nécessite pas forcément. On va laisser les choses se faire. Lorsqu'on parle de principe d'écoute, lorsque les auteurs du rapport recommandent d'ajouter au principe de gestion des ressources humaines un principe d'écoute, lorsqu'ils disent que le dialogue social doit être complété d'un dialogue professionnel, le dialogue professionnel, c'est peut-être ce qu'évoquait Alexandre dans son propos, sur ces espaces de discussion et de conversation qui s'affranchissent des cadres statutaires du dialogue social, mais qui permettent une concertation et un partage d'informations, un partage de sens au quotidien. Et donc, on est avec ces recommandations, pour beaucoup, sur du partage de bonnes pratiques, voire de très bonnes pratiques, qui aujourd'hui existent. Donc le rôle de l'État, c'est d'accompagner, c'est d'encourager. Je pense que ça n'est pas de rigidifier, que ça n'est pas de rendre les choses totalement formelles et statutaires, parce que peut-être que plus elles seront statutaires et moins elles seront efficaces sur la formalisation de ce nouveau dialogue, pour faire en sorte qu'on y retrouve un peu de sens. Et je termine par un point, parce que ça fait écho à un des messages qui s'affiche. Il faut effectivement être très vigilant à ce que ce débat sur le sens du travail et sur la qualité de vie au travail ne soit pas un débat qui crée de nouveaux clivages et de nouvelles fractures. La nature du travail n'est pas la même. D'abord, toutes les activités ne sont pas aussi intéressantes les unes que les autres et certaines activités postées, répétitives, n'ont pas par définition une nature particulièrement intéressante, mais elles peuvent être alimentaires, elles peuvent être de subsistance et elles sont utiles à la production et donc il ne s'agit pas de les négliger. Par contre, la nature du travail n'est pas la même et il y a un exemple qui le caractérise et qui vient souligner le fait que parfois ça peut être un débat de col blanc plutôt que de col bleu pour reprendre la question qui apparaît sur l'écran devant nous. Le télétravail n'est pas accessible à 2/3 des salariés français. Il y a 2/3 des salariés français qui, par leur activité, ne peuvent pas les exercer en télétravail. Ce chiffre qui est massif, alors même qu'on a en tête énormément de débats, énormément de discussions autour du télétravail, permet de mesurer que cela concerne certes une part importante, mais néanmoins minoritaire des salariés. Et donc veillons à ce que dans nos propres débats, dans nos propres partages d'expériences, nous n'ayons pas ce nouveau clivage col blanc, col bleu, télétravaillable, pardon pour le néologisme, ou non télétravaillable, et à créer de nouvelles fractures qui viendraient se substituer à celles qu'on a connues avant. Merci, merci beaucoup. Je crois notamment, Marianne, Alexandre, vous aurez des choses à rebondir. Peut-être juste avant, j'aimerais inviter Rémi Palozzi sur scène, qui est auxiliaire de vie chez Allenvie et qui illustre peut-être très clairement ce dilemme. Un travail qui a beaucoup de sens, mais dont les conditions de travail sont assez compliquées. Et donc, qui a un petit témoignage et une question et sur lequel ensuite on pourra rebondir et aussi sur ce que vient de dire Monsieur le Ministre. Merci, bonjour à tous. Tout premièrement, déjà, le télétravail pour auxiliaire de vie, c'est difficile. Donc moi, je suis employé par la société Allenvie. On a un modèle de fonctionnement différent des agences. On travaille en équipe autonome. On est entre 6 et 8 auxiliaires de vie avec un nombre de bénéficiaires sur un secteur et on s'organise tous ensemble. Du planning, du recrutement. On a un lien direct avec les familles. Donc cette entreprise a déjà fait un grand pas en avant sur l'organisation du travail. Et pour un métier comme le mien, c'est déjà une grande bouffée d'oxygène. Ce qu'il faut comprendre avec ce métier, c'est qu'on est au-delà d'un métier. On est dans une fonction. On préserve la dignité des personnes. Donc on a un rôle dans notre société. Le sens dans mon métier, il est là. Moi et mes collègues, on n'a pas à le chercher tous les jours, au quotidien, sur le front. Quand vous travaillez avec une personne Alzheimer, des mois de travail et vous arrivez à connecter avec elle, le sens, il est évident. Ce qu'on a besoin dans notre métier, c'est de la reconnaissance. Actuellement, elle ne passe pas par le salaire. On a des conditions de travail parfois difficiles. Et la question que je me pose, c'est pourquoi moi, mon métier a du sens, mais il n'a pas de reconnaissance, et d'autres métiers qui ont de la reconnaissance n'ont pas de sens.
À partir de quel moment un métier comme le mien, où avec les besoins qu'on connaît et qui vont arriver, qui sont très importants, pourquoi un métier comme le mien est oublié? Merci. Merci, c'est toujours important d'avoir les gens qui vivent les situations. Marianne, alors bon, vous ne travaillez pas dans le secteur de l'aide à domicile, mais je vous voyais acquiescer ou en tout cas rebondir sur ce que disait Monsieur le Ministre. Vous avez des travailleurs de tout sur le terrain, en télétravail, etc. Comment vous avez traité ce sujet, notamment de la confiance, des conditions de travail chez Enedis? Oui, j'étais très intéressée par ce qui vient d'être dit, bien sûr, ce qu'a dit Alexandre sur le dialogue social qui n'est pas qu'un dialogue organisation syndicale, direction dans un cadre institutionnel et ritualisé. Oui, le vrai dialogue social, c'est avec le management et les salariés, en plus de la direction et des organisations syndicales, et dans des formes informelles, ouvertes, répétitives, ce qui suppose d'y consacrer aussi beaucoup d'énergie et avec aussi des mesures et des consultations en permanence. Ça ne veut pas dire qu'on va répondre oui à tout ce qui est proposé, mais qu'au moins on sait quels sont les problèmes qui doivent être traités et qu'on s'en occupe ensemble. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps pour les régler. Et puis ensuite sur le télétravail qui ne doit pas conduire à opposer des cols blancs et des cols bleus, c'est un sujet qu'on a eu à traiter quand on a souhaité le mettre en place à Enedis, puisque à Enedis, il n'y a que 17% de cadres et le reste des salariés sont des agents d'exécution ou de maîtrise. Et pour autant, sur 36 000 salariés, 30 000 sont éligibles au télétravail, bien plus qu'on ne pensait avant Covid, où on disait la personne qui vous répond au téléphone quand vous appelez Enedis, non, elle ne peut pas faire du télétravail. Ben oui, en fait, si, elle en a fait pendant le Covid, donc on a continué. Et sur 30 000 éligibles, on a aujourd'hui 23 000 salariés en télétravail, ce qui est beaucoup pour une entreprise industrielle avec une possibilité de jusqu'à 10 jours sur 30 jours. Mais comment on l'a répandu, on ne l'a pas conçu comme un droit individuel. Moi, je travaille le lundi, chez moi, le mardi, c'est toi, etc. Non, on a dit, on est une équipe, vous êtes un collectif de travail de 5, de 10, de 15, 20 personnes. Commencez par définir ensemble quel est votre mode de fonctionnement collectif, de quoi vous avez besoin pour travailler, pourquoi vous venez au bureau ou pourquoi vous n'y venez pas, pourquoi faire ensemble et comment. Et à partir de ce projet, qui était en autonomie, eh bien, ensuite on est allé sur le télétravail comme simple modalité d'exercer une mission collective dans un collectif de travail. Et pour ceux qui ne pouvaient pas, par exemple, les salariés qui montent au poteau pour réparer les lignes, bien sûr, ils ne peuvent pas faire de télétravail. Mais par contre, ils peuvent prendre le véhicule professionnel et rentrer chez eux avec. Et le lendemain, au lieu d'aller à la base opérationnelle pour le prendre et dépenser du CO2, du carburant et de la fatigue sur la route, ce qui crée aussi des risques, eh bien, le garder et aller directement sur le chantier. Donc ça s'appelle prise de travail sur le chantier. Et là, on a eu aussi beaucoup de salariés qui ont pris cette facilité. Donc il y a des solutions pour éviter ce type de fracture qui, sinon, effectivement, peut être un risque parce que ce n'est pas toujours facile le télétravail pour le management. Ça suppose d'autres formes de management avec lesquelles on n'est pas forcément habitué et formé au départ. Mais moi, je pense que tout ce qui contribue à l'autonomie, à la responsabilisation, à la capacité à trouver des solutions ensemble, quels que soient les types d'entreprises, et pour des entreprises très industrielles, ça marche, ça contribue à créer de l'engagement, de la fierté, de la cohésion, dans des relations qui ne sont pas forcément toujours apaisées. C'est-à-dire, dans les entreprises industrielles, vous l'avez vu récemment, il y a du conflit social. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des moyens de se parler toujours en continu et de trouver des solutions pour avancer ensemble et sortir de ces périodes conflictuelles qui sont assez traditionnelles dans des industries de manœuvre. Et je pense que ce qui est important aussi, on va peut-être en parler autour de ce sens au travail, c'est que chacun sente qu'il a une place dans l'entreprise. Et donc, évidemment, ça suppose d'être assez radical sur les enjeux de diversité, d'inclusion. Nous sommes une entreprise technique, donc
nous souhaitons avoir de plus en plus de femmes. Et donc, on a des objectifs de féminisation de nos métiers. Évidemment, on lutte contre toutes les formes de discrimination. On est une entreprise qui pratique la laïcité comme c'est pratiqué dans les services publics. C'est aussi un enjeu pas facile tous les jours. Et donc, toutes les occasions, je crois, sont bonnes à saisir pour essayer de renforcer le collectif et de reconnaître que oui, ces jeunes salariés, ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas être dans des organisations hiérarchisées, en silo. On nous demande si le travail doit avoir autant d'importance. Je pense que le développement des compétences, vous savez que le travail, ça veut dire, le tripalium, c'est la torture en latin, donc effectivement, on dit comme ça n'a pas forcément envie, mais ils attendent une entreprise qui s'occupe d'eux, qui s'occupe de développer leurs compétences, qu'ils y restent 40 ans ou 5 ans, j'ai envie de dire, peu importe, c'est à l'entreprise aujourd'hui de s'adapter à ces nouvelles formes et ces nouvelles attentes. Merci. Alexandre, avec Adecco, vous êtes un peu aux premières loges de tous ces sujets par votre métier. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous faites pour des gens comme Rémi ou pour tous ces travailleurs qui, à l'heure du travail flexible, des plateformes, etc., cherchent un emploi, mais aussi un bon emploi? Ouais, merci. Déjà sur le témoignage, parce que si on peut réagir, moi je pense qu'il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la question de la reconnaissance financière, et c'est pourquoi on se réunit aujourd'hui. C'est que je pense qu'il faut remettre l'économie à l'endroit. Parce que c'est pas normal en fait finalement que pour des fonctions qui sont aussi essentielles, en réalité, nos modes de fonctionnement, les modes de fonctionnement des entreprises ont comment dire, transféré une partie de valeur économique, si j'ose dire, en tout cas de pouvoir d'achat, plutôt vers des fonctions de contrôle, d'encadrement, de reporting, que certains appellent des bullshit jobs, mais enfin tous ces métiers-là, et moins vers ces métiers essentiels. Donc ça c'est important, mais ça se fait pas en un claquement de doigts, parce que d'une certaine manière, ça fait 50, 60, 70 ans que l'organisation des entreprises, les modes de management ont été construits autour de ça. Donc si vous voulez, il n'y a pas un complot, il y a quelque chose qui s'est construit de manière très profonde dans la façon d'organiser les entreprises. Et c'est ça qu'il faut remettre à l'endroit, et c'est pour ça que le dialogue social, ce qui va en découler, ce qui doit être fait, doit être pris très au sérieux, et c'est pas quelque chose de périphérique dans les transformations, c'est quelque chose de central, premièrement. Et deuxièmement, ce qui est inspirant, ou ce qui m'inspire dans l'exemple que vous donnez, mais vous devez comprendre aussi que, d'une certaine manière, le mode de fonctionnement d'Allenvie, il est intéressant et assez unique, parce qu'il préserve quelque chose de fort, il préserve la charge de sens de votre métier, qui est inhérente à ce que vous faites, mais il le préserve par une organisation autonome. Mais gardons en tête qu'il y a quand même des situations aberrantes dans d'autres sociétés du secteur, où on a réussi à bureaucratiser certaines de ces tâches en processant, en surprocédurant un certain nombre de ces tâches et en désactivant complètement le sens initial de ce que vous faisiez. Donc, et c'est pour ça que dans ce qu'on dit, je pense que cette notion d'autonomie, de responsabilité, de traiter les adultes en adultes, c'est quelque chose de fondamental, et c'est quelque chose qui a été un peu cassé au travers des années par les différents modes de fonctionnement. Donc ça aussi, je pense que c'est fondamental. Puis il y a une deuxième question, il y a une question qui est posée, que je trouve qui est une provocation, mais enfin qui n'est pas une provocation, qui est une question qui provoque la réflexion. Est-il nécessaire que le travail soit important dans la vie pour que les missions soient bien réalisées? Et en fait, je ne veux pas faire une réponse de norme, c'est un peu oui et non. Mais finalement, c'est pas si mal qu'il ne soit pas si important. Parce que trop longtemps, en fait, on a créé des situations où les gens, il faut voir ce qu'on met derrière le travail, mais où les gens s'identifiaient à leur poste. Et quand vous avez, et souvent, en fait, quand vous avez surtout une population de travailleurs dits col bleu, le poste qu'ils occupent, ils le vivent comme leur seul actif, leur patrimoine, c'est qui ils sont. C'est pas j'occupe la fonction d'ouvrier, j'occupe la fonction de préparateur de commande, c'est je suis préparateur de commande, je suis ouvrier. Et ça, c'est le début de l'aliénation. Et c'est le début de l'aliénation parce qu'ils se passent complètement à côté de ce que sont leurs potentialités, leur réalité, leurs compétences intrinsèques. Ce qu'on appelle, ce qui est un peu à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire les compétences socio-comportementales. Mais ça, c'est extrêmement important. Et tout ça, si on met toutes ces choses ensemble, c'est-à-dire l'autonomie des équipes, la confiance, remettre l'économie à l'endroit, redonner en fait une charge justement de confiance en soi
à notamment tous les cols bleus et pas simplement les cadres qui ont un bagage académique qui leur permet de se dire bon, si j'ai pas ce job-là, j'en aurai un ailleurs, je peux avoir le choix. Ça fait partie des éléments qui, pour moi, sont constitutifs de ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est-à-dire construire une économie apaisée, une économie de la paix. Donc voilà. Merci beaucoup. Du coup, en réponse à tout ça, Monsieur le Ministre, vous disiez aussi tout à l'heure, on n'est pas les 17 propositions du CNR ne vont pas forcément dans la loi pour ne pas figer les choses, mais la loi, ça permet aussi d'encadrer et de protéger. Et du coup, que peut-on faire aujourd'hui pour protéger des travailleurs comme Rémi ou pour remettre l'économie à l'endroit et que le travail utile soit valorisé et récompensé à sa juste valeur? Dans le témoignage de monsieur, ça me permet de faire une réponse en deux parties, une qui est facile, une qui l'est moins. La réponse facile, c'est que par votre témoignage, vous illustrez ce que je disais tout à l'heure, toutes les situations de travail ne se valent pas, et le télétravail, typiquement, ne peut pas s'appliquer dans votre secteur, vous l'avez dit très directement. Et la deuxième partie, la deuxième chose qui rend la réponse aussi facile, c'est que vous dites vous-même que par les modalités d'organisation, et Alexandre Virossi est revenu, la société dans laquelle vous évoluez permet de garder de l'intérêt et garder du sens à ce que vous faites. Ce qui démontre que dans tous les secteurs, il y a des possibilités que l'on peut avancer. Après, il y a une partie de réponse qui est moins facile, qui est sur la valorisation, y compris la valorisation, la reconnaissance financière de l'activité qui est faite. Il y a une partie de la réponse qui se situe dans l'organisation des entreprises, cela a été dit, sur les choix qui sont faits. Et je pense qu'il y a, pour l'essentiel, une deuxième partie qui renvoie clairement à du dialogue social. Et ça répond à votre question à l'instant sur que peut faire la loi pour protéger. Nous avons un modèle en France qui peut être soumis à débat, mais qui fonctionne depuis maintenant quelques décennies comme cela. La loi ne fixe que le salaire minimum. Et ce sont les partenaires sociaux qui, dans le cadre des branches professionnelles, discutent des niveaux conventionnels de rémunération et chacune des entreprises appartenant à une branche est tenue de respecter les niveaux conventionnels qui intègrent l'ancienneté et la qualification. Nous avons des lois qui protègent. C'est-à-dire que si le SMIC augmente et que des branches ont des niveaux de rémunération conventionnels qui passent en dessous du SMIC, bien évidemment, le salarié est au moins payé le SMIC. Mais au-delà de cela, la loi dit, et nous l'avons renforcé il y a un an maintenant, que les branches ont 45 jours pour ouvrir des négociations et remettre à niveau leur niveau conventionnel de rémunération et ainsi ne pas avoir de niveau conventionnel inférieur au SMIC. Mais si les partenaires sociaux dans cette branche-là font le choix, dans la discussion, d'aller sur des niveaux conventionnels qui sont soit très plats dans le temps, et donc avec très peu de perspectives, soit très bas, l'État perd la main d'une certaine manière, puisque cela revient à la main des partenaires sociaux et aux entreprises qui sont concernées. Après, il y a un deuxième aspect qui est peut-être plus difficile encore, qui renvoie à ce type de métier et à ce que vous faites auprès de personnes, notamment atteintes d'Alzheimer, vous l'avez dit, en termes d'accompagnement. C'est un service, c'est fondamental, c'est une forme de solidarité, c'est extrêmement noble, et ça renvoie toujours à un deuxième débat sur qui prend en charge et qui paye. Parce que dès lors qu'on a tranché le débat de qui paye, on peut peut-être aborder plus facilement de savoir la deuxième question qui est combien paye-t-on ? Et là, ça renvoie à un débat entre le contribuable et l'usager. Un débat super difficile parce que les personnes qui sont atteintes d'une maladie d'Alzheimer ne sont pas atteintes d'une maladie d'Alzheimer en fonction de leurs revenus. Et donc, si les personnes ont des revenus bas, nous ne pouvons pas leur demander de payer une prestation qui est totalement inaccessible. Et donc, la solidarité intervient, mais jusqu'à quel point doit-elle intervenir ? J'ai en tête, par exemple, qu'en 2021, l'État, auprès du secteur du travail à domicile dans le cadre associatif, et donc on est plus sur des prestations d'accompagnement, de ménage et beaucoup moins médicales, l'État est intervenu auprès des départements et des associations concernées pour prendre en charge financièrement une partie de l'augmentation de salaire qui faisait écho aux augmentations décidées dans le cadre du Ségur. On peut dire que c'est très bien, mais ça renvoie quand même à un vrai sujet, jusqu'à quel point l'État et jusqu'à quel point notre société peut socialiser, peut prendre à sa charge le paiement en lieu et place d'employeurs de parts de rémunération pour garantir l'accès à un service qui, lui, reste ainsi accessible monétairement. Donc ça ne répond pas directement au niveau des rémunérations au jour le jour, mais je pense que c'est cette question-là qui doit être tranchée pour pouvoir avancer. Et dans ce cadre-là, la loi peut évidemment poser des cadres, poser des filets de sécurité et permettre de cranter un certain nombre de choses. Mais il faut qu'on ait bien en tête que plus nous allons reconnaître collectivement, et je pense que c'est un souhait partagé, des métiers qui sont essentiels, mais qui par essence ne produisent pas de richesse, de valeur ajoutée financière, j'entends, uniquement financière,
plus nous allons devoir avancer sur ce débat de la socialisation et de la répartition de l'effort entre le contribuable et l'usager. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on passe les 10 dernières minutes pour parler d'un sujet qui est celui du lien entre l'emploi, le travail et la transition écologique. On sait qu'il y a 1 million d'emplois qui doivent être créés dans la transition écologique dans les prochaines années, dans des emplois qui aujourd'hui, pour beaucoup, n'existent pas et que pour autant, ce ne sont pas forcément des filières qui sont aujourd'hui valorisées. Et peut-être vous entendre chacun pour savoir comment l'impératif écologique impacte soit l'emploi aujourd'hui ou le recrutement et la formation demain. Peut-être on peut commencer par vous, Youssef. Dans le nouveau projet d'entreprise à mission, il y a l'ajout vraiment fort de la prise en compte de la dimension environnementale qui vient bouleverser les métiers actuels que vous faites. Comment ça se répercute et comment vous l'accompagnez ? En fait, nous sommes partis du principe que voilà, nous ne sommes pas une entreprise, on est une entreprise de service. Notre impact, notre empreinte écologique est relativement faible. Toutefois, nous, on s'est positionné d'une autre manière dans le projet d'entreprise à mission, c'est celle de dire comment on peut accompagner la société dans sa globalité pour apporter des réponses aux problématiques que se poseront une entreprise, que se posera une collectivité locale. Donc on travaille énormément avec l'ensemble des parties prenantes sur des dispositifs qui visent effectivement à faciliter, à améliorer toutes les questions qui permettent d'une part de faciliter le mieux vivre, le bien vivre ensemble, mais aussi d'être contributeur positif dans les questions énergétiques, dans les questions de transition écologique. Et c'est vrai qu'on a toute une équipe aujourd'hui qui travaille avec en particulier les mairies, les régions, pour mettre en place des chèques énergie, pour mettre en place des dispositifs qui permettent effectivement, grâce au principe du titre de service, de cette monnaie affectée, de pouvoir orienter les fonds directement vers cet objectif, ce projet collectif qui est celui de la transition écologique. Comment effectivement nous avons, et là on retrouve bien comment une entreprise, dans le cadre de sa responsabilité sociale, va essayer effectivement d'apporter des solutions pour que l'utilité sociale puisse effectivement trouver une réponse dans les offres et dans les prestations qu'une entreprise peut apporter. C'est vraiment cet angle-là qu'on a choisi, en tout cas en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire et aussi acteur responsable dans la société. Merci. Et peut-être pour les 3 autres intervenants, la question que j'ai envie de poser, c'est comment on investit massivement aujourd'hui dans la formation ou la reconversion des travailleurs pour servir la transition écologique et les métiers de la transition écologique, et comment on essaye de le faire au maximum dans une logique de justice sociale pour ne pas recréer les mêmes mal-être au travail dans ces nouveaux métiers. Je pense que chacun, vous avez une perspective là-dessus, donc peut-être on peut commencer par vous, Marianne. Merci. Effectivement, Enedis, par ses missions, c'est une entreprise qui est au cœur de la transition écologique, puisque c'est notre activité, c'est d'aider la France à sortir des énergies fossiles en permettant un plus large usage de l'électricité. Donc, nous raccordons les bornes de recharge qui vont permettre aux véhicules électriques de rouler. Nous raccordons le solaire, l'éolien, que ce soit des projets importants ou sur le toit des bâtiments ou de vos habitations. Ça suppose énormément de talent, de recrutement, et en même temps, donc c'est pas qu'une question de nombre pour faire tout ça, c'est bien sûr énormément d'investissement. Nous allons investir, passer de 4 milliards d'investissements à 5 milliards, mais nous avons aussi beaucoup de recrutement à faire pour remplir toutes ces missions qui sont fortement en croissance, et en même temps dans des métiers qui se transforment profondément. C'est une révolution écologique, mais c'est aussi une révolution digitale. Aujourd'hui, nous surveillons, nous réparons nos lignes électriques en grande partie en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle et des drones, et plus par des visites à pied de salariés qui vont prendre des photos des lignes pour savoir si elles sont en bon état. Donc c'est ce double enjeu. Et moi, je suis persuadée que ces métiers ont énormément changé, les besoins ont énormément changé. La représentation collective des parents, peut-être de l'enseignement, sur ces métiers n'a pas tellement changé finalement. Et c'est cet énorme gap que nous devons combler, et je crois que nous devons le combler pas forcément au niveau de chaque entreprise, mais en raisonnant beaucoup plus sur des filières industrielles. C'est ce que nous essayons de faire à Enedis. Nous recrutons beaucoup de
salariés ou de jeunes en bac pro. Bon. En France, aujourd'hui, sur notre compétence clé, l'électrotechnique, il sort 8800 jeunes, bac pro, électrotech. Les besoins de notre filière des réseaux électriques, 1600 entreprises, 100 000 salariés, c'est la même chose. Pour notre seule activité, donc sans parler des autres métiers qui ont besoin d'électrotechnique, par exemple le nucléaire. Donc on voit bien qu'il y a un décalage et que le sujet, c'est pas que telle entreprise pique les salariés d'une autre ou recrute en avance par rapport aux autres. Donc ce qu'on a fait à Enedis, on a lancé un projet qu'on a appelé les écoles des réseaux électriques pour la transition écologique, avec l'ensemble de notre filière électrique, tous les syndicats professionnels qui regroupent beaucoup de petites entreprises qui n'ont pas les moyens peut-être d'investir massivement dans la formation, comme nous pouvons le faire. Nous sommes allés voir l'Éducation nationale, qui nous a réservé un accueil très favorable, et nous avons colorisé, c'est-à-dire que nous avons mis, et la loi le permet, donc je suis d'accord avec ce que vient de dire le ministre, il y a beaucoup de choses dans la loi pour faire beaucoup de choses, pas la peine forcément d'en ajouter. Et nous allons travailler avec les professeurs de première, de terminale, pour ouvrir des classes. Et on va en ouvrir dans une quarantaine de lycées à la rentrée, donc la semaine prochaine, où les contenus seront à niveau pour permettre que le jeune, quand on va le recruter, il soit bien opérationnel directement, il puisse travailler tout de suite, avoir les bonnes habilitations électriques. Donc, et ça, on le fait à l'échelle de notre filière. Et je crois que sur ces questions de formation, d'attractivité, c'est comme ça qu'il faut raisonner large, en collectif. Et il faut aussi insister, je pense, dans ces filières industrielles, sur le fait que nous sommes des entreprises élargies. Bien sûr, on fait des choses à notre périmètre, mais il faut le faire aussi avec nos sous-traitants, avec nos fournisseurs, et dans notre responsabilité, dans notre manière d'attirer le talent, là, et aussi la manière dont on se comporte dans des périodes de crise. Nos fournisseurs, ils ont vu le cuivre augmenter de 50%, l'aluminium de 70%. Les clauses des contrats n'étaient pas forcément rédigées pour que les indexations de prix se fassent automatiquement. On ne leur a pas dit « Ah non, 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 le contrat il est comme ça, revenez plus tard ». On leur a dit « On travaille ensemble depuis 50 ans, on va travailler ensemble dans les 100 ans qui viennent, on l'espère en tout cas, à relever ces défis collectifs. Mettons-nous autour de la table et trouvons des solutions. » Et c'est ça aussi qu'on fait en recrutant des jeunes dans les quartiers. Donc on est partenaire bien sûr d'Unicité, de nos quartiers ont des talents. Il faut aller chercher des salariés en reconversion, qui ne sont pas forcément des spécialistes de l'électricité, c'est pas grave, on saura les former s'ils ont le sens client, s'ils ont envie de travailler dans une belle entreprise. Donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais ça suppose de s'y mettre ensemble et avec beaucoup de volonté, mais aussi de radicalité pour trouver des solutions un peu différentes. Merci. Avec un petit œil sur la montre, Alexandre, pour qu'on puisse ensuite entendre vos propositions au ministre. Oui, non, je pense que ces révolutions-là font partie des grandes révolutions du travail à venir, hein, comme vous le disiez. Il faut juste avoir en tête que quelqu'un qui rentre sur le marché du travail aujourd'hui va avoir 15 emplois différents dans sa vie, alors que dans les années 80, c'était un seul, enfin en gros dans une filière. Donc premièrement, et deuxièmement, que pour un métier donné, votre stock de compétences n'a une durée de vie que de 2-3 ans, alors que dans les années 80, c'était 40 ans. Donc pour aller dans votre sens, il faut simplement assumer que la logique consistant à dire mes compétences c'était un stock, maintenant ça devient du flux, donc il faut voir ça comme ça. Et deuxièmement, il faut assumer que l'entreprise, fondamentalement, et ça c'est l'élément de radicalité, doit devenir une entreprise fondamentalement apprenante. Ça veut dire qu'elle apprend à ses salariés, elle valorise l'apprentissage et elle accepte aussi de recruter complètement en dehors des codes parce qu'elle devient elle-même le lieu de la formation. Faire passer à l'hydrogène, faire passer à l'électrique, ça ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts et ça fait partie des enjeux qui sont devant nous. Donc c'est aux entreprises de le faire et ça veut dire voir la formation pas comme un coût mais comme un investissement et ce n'est pas encore le cas. Merci. Est-ce que vous avez un mot à rajouter sur ce sujet ? Peut-être simplement dire que les entreprises doivent le faire sous peine de mourir d'abord, parce que c'est une adaptation plus que nécessaire. Et pour ce qui concerne l'État et la puissance publique, il s'agit de former tout azimut à ces métiers de la transition et à ces nouveaux métiers de la transition. Préparer l'avenir d'une part. On a dans le cadre de France 2030 un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle « Compétences et métiers d'avenir ». L'objectif est de financer la création de formations sur des métiers nouveaux.
parfois même des métiers qui n'existent pas encore et de pousser autour des filières hydrogène notamment, mais pas seulement, d'aller très loin en matière de formation à de nouveaux métiers. Et aujourd'hui, par exemple, c'est le secteur de l'automobile qui s'est le plus saisi de cet outil-là, ce qui démontre aussi que ce secteur envisage lui-même sa propre transition et l'évolution des motorisations. Mais avant de former pour demain et de former à 10, 15 ou 20 ans, il faut qu'on fasse évidemment pivoter la totalité de notre filière d'apprentissage et de formation. Ce qu'a dit Madame tout à l'heure sur les filières professionnelles qui forment à l'électrotechnique est très juste. Et dans la réforme des lycées pro, notre objectif est d'ouvrir des sections qui forment à des métiers de demain. Et les métiers de demain ne sont pas forcément que des métiers de la tech. Ce sont des métiers de l'électronique, ce sont des métiers de la métallurgie, ce sont des métiers du service à la personne, ce sont des métiers dont on sait que d'ici 2030, il y aura beaucoup d'emplois créés. Et évidemment, la transition écologique est un des gisements principaux. Il faut le faire aussi sur la formation initiale ou continue des demandeurs d'emploi. Je pense au plan d'investissement dans les compétences. Et nous mettons comme priorité la formation à ces secteurs-là. Et puis, il faut le faire en accompagnant les salariés qui sont en emploi aujourd'hui. J'ai cité l'automobile à dessein, puisque dans le secteur de l'automobile, nous avons des dizaines de milliers de mécaniciens thermiques, tant pour l'entretien du parc que pour la production. En 2035, en Europe, nous ne commercialiserons plus de véhicules à moteur thermique. Ça signifie que dans les usines de production, dans les sites de production, il faudra des mécaniciens hydrogène, électriques, hybrides, mais il ne faudra malheureusement en production plus de mécaniciens thermiques. Nous avons des dizaines de milliers de salariés en poste. La filière automobile prépare la formation et la reconversion. J'ai inauguré, et je terminerai par cet exemple, pour montrer qu'on peut créer des liens et permettre d'élargir l'accès à la formation. J'ai inauguré à Douvrin le premier centre de formation en métier de la batterie. Et il se trouve qu'un grand groupe automobile français est partie prenante de l'installation d'une usine de création de production de batteries dans la région de Douvrin et de Dunkerque. Ce groupe a besoin de salariés formés. Et ce groupe a une unité de production de moteurs thermiques dont il sait que le nombre d'emplois va baisser parce que non seulement il faut accompagner la transition des mécaniciens thermiques, mais nous savons qu'il faut moins d'heures de travail pour produire un moteur électrique ou hydrogène qu'un moteur thermique, donc les effectifs vont baisser. Il y a là une transition toute trouvée. Nous l'accompagnons et l'État le finance dans le cadre de nos dispositifs de transition professionnelle. Nous avons mis une condition à notre financement. C'est que ce site de formation, ce centre de formation qui est porté par les organisations professionnelles et le groupe automobile, soit ouvert dans les mêmes conditions aux salariés des sous-traitants du groupe et aux demandeurs d'emploi du bassin. Ce qui permet là aussi d'amener l'entreprise que l'État accompagne financièrement à faire bénéficier à son écosystème géographique et économique de ses capacités à former, ce qu'un grand groupe industriel sait faire, alors que la très petite entreprise sous-traitante n'aura pas la possibilité de le mettre en place. L'importance donc de travailler en filière, comme vous le disiez. Il nous reste moins 40 secondes, puisque le temps est dépassé, pour entendre vos propositions à tous les trois, Monsieur le Ministre. Et puis, je pense qu'on peut mettre à l'écran aussi les propositions pour que vous puissiez voter. Peut-être je peux vous laisser chacun formuler vos propositions. Donc, Youssef, puisque tu as la première sur l'écran, quelle serait ta proposition ? Oui, ma proposition, Monsieur le Ministre, c'est effectivement, on a évoqué le sujet de la participation, de l'engagement des salariés dans l'entreprise. Ma proposition, ce serait effectivement, est-ce qu'on ne doit pas peut-être faciliter, simplifier, ou malgré les progrès de la loi, sur la loi Pacte de 2019, le fait qu'aujourd'hui, il faut être 1000 salariés, il faut être dans une entreprise de 1000 salariés pour pouvoir avoir des représentants des salariés dans l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'ouvrir, d'élargir, voire de réduire ce seuil afin de permettre effectivement faciliter la participation de l'engagement des salariés dans l'entreprise, en particulier dans les organes de gouvernance? Merci. Donc pour la proposition de Youssef, c'est la première. Alexandre ? Oui, on le disait, donc les enjeux de formation sont extrêmement importants. Donc l'idée, c'est continuer à favoriser l'alternance en insistant beaucoup sur les qualifications les plus faibles, qui ont peut-être été les oubliées, et récompenser, et donc un peu sanctionner. Donc ça, c'est pas là, par exemple, au MEDEF, ils ne seraient pas contents, mais avoir un système bonus-malus pour les entreprises qui jouent vraiment le jeu de la formation et avec une incitation supplémentaire, et puis un peu malusser celles qui, en fait, sont des entreprises qui ne prennent pas leur responsabilité de former dans leur secteur. Voilà. Merci. Et enfin, Marianne ? Oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites pour l'apprentissage et que les vrais enjeux aujourd'hui sont beaucoup du côté
de l'enseignement professionnel, donc comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure pour le secteur des réseaux électriques. Donc la proposition, c'est de centrer l'aide, qui peut être fiscale par exemple, sur les petites entreprises, donc les TPE, PME, PMI, qui n'ont pas les mêmes possibilités de recrutement, de formation interne, de mentorat, comme nous pratiquons par exemple, pour, lorsqu'elles donnent, elles offrent un premier emploi à ces jeunes qui sortent de la filière professionnelle, car il est urgent de redonner de l'attractivité, de la fierté, de l'envie à ces jeunes qui ont des savoirs qui vont être extrêmement importants dans nos défis collectifs et notre capacité à les relever. Donc c'est ça la proposition. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Est-ce qu'en quelques secondes, vous voulez rebondir sur ces propositions? Je crois que vous devez partir très prochainement, donc simplement en guise de conclusion. Des choses avant, c'est le mi-octobre, le Sénat aura à connaître de la loi de transposition de l'accord interprofessionnel sur le partage de la valeur, qui va permettre de faciliter vraiment drastiquement et de généraliser les dispositifs d'intéressement, mais aussi les dispositifs d'actionnariat salarié. Ça n'ouvre pas le champ de la participation à la gouvernance, mais je vous emmènerai avec moi pour rencontrer les organisations patronales, les convaincre de bouger le seuil. Comme le disait Alexandre, ça n'est pas forcément une évidence pour chacune d'entre elles. Et sur la question du soutien à la formation, je crois que ce qu'on fait avec le lycée pro, je n'y reviens pas dans ce sens-là, nous allons continuer évidemment à soutenir l'alternance. Nous sommes passés de 270 000 à 850 000 apprentis par an en l'espace de 6 ans, au prix d'un investissement très fort. Cela représente entre 16 et 17 milliards d'euros par an de soutien, soit sous forme de prime à l'embauche, soit de financement de ce qu'on appelle les co-contrats dans les centres de formation par apprentissage. Mais derrière, il y a des résultats avec un taux d'embauche et un taux d'insertion professionnelle absolument remarquable. Et c'est un engagement qui est pris que de continuer à soutenir massivement la formation en alternance. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous et puis à bientôt.